Hello everyone and everybody, welcome in the Bubbles World, the only dedicated show for comics in the world. Nico, nice to meet you, welcome. Hein, ça va bien? On m'avait pas prévenu que c'était en version originale. Ah bah attends, on va parler de comics aujourd'hui mon Nico. Donc je voulais la faire en version un peu originale, tu fais vois très bien. Hein, parce qu'évidemment les comics c'est les BD à l'américaine. Alors on va parler de super-héros aujourd'hui, pas forcément que des super-héros. Non. Hein, il y a aussi des zombies. Il y a aussi des zombies. Enfin, pas que des super-héros, tu vois, pas que des types qui mettent leur slip par-dessus les collants, quoi. Voilà. Il y aura des trucs un peu plus originaux et qui sortent un peu plus des sentiers battus. Voilà, exactement. Donc bienvenue dans ce monde de bulles entièrement, messieurs, dames, dédié aux comics. On a attendu à peu près la 250e émission pour le faire. Désolé, mais il a fallu un peu regrouper des sujets, trouver un peu la bonne période. Et 2011, c'est une année faste pour l'adaptation du comics au cinéma, donc on en profite. Nico, on va voir plein de sujets. On va commencer par quoi alors? On va commencer par justement un auteur qui sort un peu des sentiers battus. Il s'appelle Ben Temple-Smith. C'est un Australien qui marche très très bien. Il n'est pas dans le comics depuis très très longtemps. Il est dans le comics depuis 2002, je crois. Il avait commencé avec Hellspawn, donc directement sous les ordres de Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Une des légendes. Hein, des légendes, donc autant dire qu'il est allé à bonne école, le garçon. Et voilà, il travaille donc avec Warren Ellis sur une série qui s'appelle Fell. Voilà, et c'est un type cadeau de série. Là, son bébé aussi qui s'appelle Wormwood. Enfin, c'est tout ça que je vais vous proposer. Attends, cherche le bouton pause. Pause. Bon, on peut voir le sujet, ça te dérange pas? Non, bien Où est-ce sûr. que tu l'as rencontré? On l'a rencontré à la galerie Daniel Maguen, voilà, chez les copains. Quai des Grands Augustins, Paris 6e. Ils se mettent à faire du comics. Ouais, ils ont rentré pas mal de Parce planches qu'ils vont de pas mal souvent au d'auteurs. Comic Con à San Diego au mois de juillet, qui est un peu la mecque internationale de la BD, où il y a plein d'auteurs de comics. On peut regarder le sujet, ça te dérange Je vous pas? en supplie, non. Messieurs, dames, c'est parti. Premier sujet, Ben Temple-Smith. Ben Temple-Smith, c'est du comics comme on en voit peu, en dehors des sentiers battus, toujours. Ses premières armes, le dessinateur australien les fait sur le titre Hellspawn, un spin-off de Spawn, le comics original, auprès d'une légende, Todd McFarlane. En fait, il n'écrivait rien, il ne dessinait rien. Mais c'était lui l'éditeur. Ce qu'il faisait, c'était « oui, je veux ce type pour faire ce comics pour moi ». En fait, j'ai suivi là-bas un autre artiste, Ashley Wood, qui est assez connu en France, je crois. C'était le début de ma carrière dans le comics. Il ne m'a pas appris grand-chose, à part traiter avec les scénaristes. Savoir, ignore-les et fais ce que tu veux faire, parce que c'est un artiste, c'était marrant. Dans la foulée, il se fera définitivement un nom sur un autre titre, le très original 30 jours de nuit ou l'invasion de vampires sur une petite bourgade de l'Alaska où le soleil ne se lève pas un mois durant. La patte numérique de Temple-Smith marche à merveille sur cette Horror Comics et la collaboration avec Steve Niels n'y est pas pour rien. Après 2 opus, une adaptation au cinéma et une pause plus tard, il revient pour une ultime collaboration qu'il signe de A à Z. Je suis revenu après qu'ils aient fait 8 ou 9 épisodes. Je leur ai dit je reviens et je refais un autre 30 jours de nuit, si je peux tout écrire. Donc j'ai fait une histoire qui se rapproche un peu de l'histoire originale. Ils ont été d'accord. Du coup, c'est mon épisode préféré, parce que c'est vraiment le mien. Je suis passionné d'histoire, donc j'ai placé ça pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des nazis, des Russes et des vampires. Et là, vous avez un doute. Qui sont les pires, les nazis ou les vampires? Les nazis, c'est vraiment les pires. Puis vient l'heure des projets plus personnels. Wormwood, c'est un titre qu'il porte depuis l'école, un comics aussi déjanté que la galerie des personnages qui le composent, à commencer par Wormwood lui-même, un asticot habitant le globe oculaire d'un cadavre un peu dandy en lutte contre des invasions démoniaques. On se demande encore où il est allé chercher l'idée. Beaucoup de vodka. Non, je trouvais ça drôle. Je pense depuis longtemps, depuis ma jeunesse. Je travaillais dessus régulièrement. C'est assez influencé par beaucoup de séries télé avec lesquelles j'ai grandi, particulièrement Doctor Who, qui était une série anglaise. J'ai grandi avec les séries anglaises en fait. Voilà donc d'où ça vient, de ça et de mon stupide cerveau malade. Aujourd'hui, il travaille avec Warren Ellis, un autre grand nom du comics. Sur la série Fell, il développe une ambiance crépusculaire à travers les enquêtes d'un flic au passé trouble. Il est seul au monde là-dedans, dans ce district de Snowtown. Il doit résoudre des crimes et il tombe sur des histoires horribles. Normalement, chaque épisode de la série traite d'un crime et d'une enquête qu'il est censé résoudre à la fin de l'épisode. Ce sont des crimes étranges, bizarres et qui sont basés sur des histoires vraies en fait.
Ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment arrivé. C'est la meilleure série de ma carrière. Dès septembre, chez Delcourt, on retrouvera Ben Temple-Smith aux manettes d'un autre polar, en compagnie du scénariste Ben McCool, Shocker, publié par Image. Donc la Galerie Maguen expose maintenant des planches comics aussi. Qu'est-ce qu'ils ont un peu en stock? Ils ont des trucs sympas? Ouais, ils ont rentré pas mal d'auteurs. Il y a des planches de Canetti sur Iron Man, par exemple, chez Marvel. Il y a des planches de Terry Dodson sur X-Men. Il y a des belles planches d'Olivier Coipel sur The Siege, justement. Ouais. J'en passe et des meilleurs. Et il y a aussi, voilà, Eric Powell. Eric Powell qui fait The Goon. Qui fait The Goon. Hein, ça, c'est adapté aux éditions Delcourt. Voilà, c'est chez Dark Horse aux États-Unis. C'est un peu barré comme univers. Powell, c'est un type qui est dans le comics depuis assez longtemps, depuis 95, mais il avait commencé comme encreur. Et là, depuis 7-8 ans, il est très connu avec The Goon. C'est sa série à lui, il fait tout, de A à Z. Alors, The Goon est adapté au cinéma, non pas en film, mais en film d'animation. C'est ça. Et ça, c'est top parce qu'il y a des personnages tellement déjantés et à part dans la série qu'il fallait au moins de l'animation. Que l'ambiance de The Goon, c'est très freak show, tu vois, un peu galerie des monstres. The Goon, c'est un mollo super balèze, c'est un mix entre Popeye, Hulk et Hellboy, tu vois, c'est un truc assez bizarre. T'es dans une espèce d'Amérique de la prohibition de cette époque-là. Il se bat contre un clan de zombies, un gang de zombies, enfin, c'est complètement barré. Et effectivement, il y a une adaptation qui est prévue, qui est encore dans les cartons malheureusement. C'est David Fincher qui avait acheté les droits. David Fincher, Monsieur Seven, Monsieur Fight Club, Monsieur Alien 3 aussi. Mais il galère un petit peu pour monter le truc, il manque un petit peu d'argent. C'est les studios Blur qui font ça et c'est vraiment beau. Alors messieurs, dames, on va voir un extrait. C'est parti. Norton, give me a drink. Worm Pie here is buying. And some snacks. Yeah! That's what makes it so funny. Get it? Hey. Now I'm gonna run you boys a thing or two about Eternal. Wait. Ça envoie du lourd, hein, mon Nico. Un autre qui a peu de problème d'adaptation, en tout cas en téléfilm, c'est Walking Dead. C'était à peu près 5 millions de téléspectateurs en moyenne devant leurs écrans. Donc c'est vraiment les plus gros records d'audience de la chaîne. Et donc évidemment, ils enchaînent sur une saison 2, cette fois en 13 épisodes. Ce sera toujours Frank Darabont aux manettes. Frank Darabont, le réalisateur des Évadés, de La Ligne Verte. Mais par contre, il s'est séparé de quelques scénaristes, voilà, parce qu'il y en a, ça le faisait pas. J'ai lu qu'il avait dû réécrire 4 épisodes quand même de Walking Dead sur la saison 1, donc c'est qu'apparemment il y a des mecs qui faisaient pas le boulot. Et puis il y en a d'autres qui sont partis sur d'autres projets pour d'autres horizons. Mais la série cartonne, effectivement. Apparemment, tous les acteurs qui sont encore vivants à la fin de la saison 1 ont re-signé pour la saison 2. Donc non, pas de souci, Walking Dead continue. Donc là, le sujet qu'on va voir, c'est pas la série. Non, c'est Charlie Adler, c'est le dessinateur de Walking Dead. Donc Walking Dead dessiné par Adler, scénarisé par Kirkman, c'est le bébé de Kirkman en fait. Et Charlie Adler était de passage à Paris il y a pas très longtemps. Évidemment, on l'a pas loupé. Bah non, on lui a sauté dessus. Bon, messieurs, dames, c'est parti. Après l'adaptation télé, on va revenir aux fondamentaux, à l'essence même. C'est le comics. C'est parti pour une rencontre à part. À tout de suite. Depuis sa première diffusion sur la chaîne câblée américaine AMC, l'adaptation de The Walking Dead explose les records d'audience. Un succès qui doit évidemment beaucoup au comics original, créé par Robert Kirkman, comme à son dessinateur Charlie Adler, au pinceau sur le titre depuis 2004 et dans le monde du comics, mine de rien, depuis bientôt 20 ans. J'ai à peu près tout dessiné, tous les grands. Green Arrow, Green Lantern, Batman, Superman pour DC, et quelques petits projets aussi. J'ai fait un peu de Spider-Man, de X-Men, un peu moins de héros pour Marvel, mais j'ai couvert tout le panel des super-héros. La consécration viendra sur The Walking Dead et la collaboration avec Robert Kirkman, un auteur qu'il avait déjà croisé il y a plus longtemps, au tout début des années 2000. À ce moment, Charlie collabore avec un autre scénariste de renom, Joey Casey, sur le titre Code Flesh. Il m'a proposé de publier quelque chose que j'écrivais avec Joey Casey. Ça s'appelait Code Flesh. Joe et moi avions envisagé une série en 8 parties pour ce personnage chez Image.
et on en avait sorti seulement 5. Mais tout était prêt, il y avait ces 3 épisodes qui traînaient. Robert connaissait Joe et donc il lui a proposé de les publier et c'est comme ça que je l'ai connu. Quelques années plus tard, Robert m'envoie cet email où il me dit qu'il était sur un comic de zombies, The Walking Dead. Mais j'en avais jamais entendu parler. Car après 6 parutions, Tony Moore, le dessinateur en titre de The Walking Dead, quitte l'aventure. Charlie Adler se rappelle alors au bon souvenir de Kirkman qui lui confie les crayons pour ce comics zombie, des crayons qu'il tient toujours aujourd'hui. Avec lui, la série prend une nouvelle identité visuelle, plus réaliste, moins cartoon et plus tragique. On est complètement différents. Tony a un style plutôt cartoon. Moi je travaille en noir aussi, mais c'est plus expressionniste. J'essaye d'être plus réaliste sur les personnages. Le reste aussi. Les gens étaient habitués à un style. C'est pas comme sur Spider-Man, Batman, ce genre de série qui change de dessinateur encore et encore, et sur lesquels les fans sont habitués au changement. Donc là, ils ne s'y attendaient pas vraiment, surtout au début de la série, et surtout à un changement aussi radical. Donc je pense que ça a pris un peu de temps pour se faire au nouveau style de la série. Le succès de The Walking Dead n'empêche pourtant pas Charlie Adler de se pencher sur d'autres projets et d'autres approches du comics, comme sur Rock Bottom, Cœur de pierre en français, un drame fantastique, touchant, graphiquement assez épuré et très efficace. Un opus qui lui permet d'ailleurs de collaborer à nouveau avec Joey Casey. C'est probablement le meilleur script que j'ai lu, le meilleur que j'ai eu entre les mains. Le genre de script où vous vous dites, il faut que je le dessine. Parce que personne d'autre ne doit le faire. Ça, c'est pour moi. L'année dernière, Charlie Adler avait collaboré avec les éditions Soleil le temps d'un album, Le souffle du Wendigo. Prochainement, c'est promis, il signera d'autres albums pour des éditeurs européens. On attend ça avec impatience. Allez, retour en plateau. Alors, ce qui est bien, vous voyez, on vous avait promis une spéciale comics et on aborde des univers très différents. Alors, on a mangé pas mal de zombies, mon petit Nico. Là, on va changer un peu d'univers. Déjà, un très bel anniversaire. C'était en 2010. Bon, on est en 2011, mais c'était il y a quelques mois. Les 75 ans de DC Comics. On avait découvert notamment un bouquin assez incroyable chez nos amis de chez Taschen, qui avait fait une sorte d'hommage où on découvrait un peu la vie de super-héros. Il y a d'autres nouveautés chez DC Comics ? DC Comics, oui, ils sortent des choses régulièrement. Là, il y a un beau crossover qui vient d'arriver en France, qui s'appelle Blackest Night. Et c'est vachement bien parce que, dans la mesure où DC, c'est un peu séparé de la trinité classique, on va dire, chez DC Comics, qui est Superman, Wonder Woman et et Batman. Ils les ont un peu mis de côté. En plus, il s'est passé pas mal de choses récemment dans la vie de ces super-héros. Batman est mort, je te l'apprends, mais bon, il va revenir, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a mis plus le focus sur d'anciens héros de l'univers DC et notamment sur Green Lantern. Donc c'est pas mal du tout. Sur quoi ? Sur Green Lantern. C'est quoi ça ? On en parlera tout à l'heure. Bon, d'accord, ok. Alors, un nouveau sujet, mon petit Nico ? Oui, c'est Frank Quitely. Donc Frank Quitely, c'est un auteur de comics qu'on connaît depuis très longtemps. Il est passé par Marvel, en ce moment il est chez DC Comics. Il planche actuellement avec le scénariste Grant Morrison sur une nouvelle version de Final Crisis. C'est une espèce de grand crossover chez DC. C'est un mec très très talentueux. Il a vraiment réinventé Superman, notamment chez DC avec All Star Superman. C'est un tueur et on l'a rencontré il n'y a pas longtemps au Lille Comics Festival. Et donc il nous a parlé un petit peu de son aventure chez DC, de son approche de Batman, de Superman, un petit peu en hommage justement aux 75 ans du label DC Comics. Allez, fais-toi plaisir, fais ton lancement. Regardez le sujet. Frank Quitely donc dessine Superman et Batman chez DC Comics. Et c'est vachement bien. DC Comics et Frank Quitely, c'est une longue histoire. Le dessinateur s'est attelé aux héros les plus mythiques de l'éditeur, avec les titres All Star Superman dès 2005, Batman et Robin en 2009 en compagnie du scénariste et compatriote Grant Morrison, ou encore The Authority avec Mark Millar. J'essaie de donner le meilleur de moi dans un temps très limité, même si tout le monde sait que je suis plutôt lent, que je respecte pas les échéances
Ils attendent toujours de moi que je respecte le timing. En fait, j'ai jamais assez de temps pour dessiner aussi bien que je le voudrais. Mon travail n'est jamais aussi bon que je voudrais qu'il soit. Quand je regarde les planches, ce n'est jamais aussi bon que je l'imaginais. C'est plus le timing qui me stresse, beaucoup plus que dessiner les personnages, aussi emblématiques qu'ils soient. La firme ne s'est pas trompée en lui faisant confiance. Son trait précis, minutieux l'ont propulsé parmi les plus grands et il aura imprimé de sa marque les héros qu'il a croqués. Aujourd'hui, le nom de Quitely résonne aussi clairement pour les fans que ceux de Jim Lee, John Byrne, George Pérez ou Alex Ross, pour ne citer qu'eux. Kurt Swan a dessiné Superman, Frank Miller a dessiné Superman et Jim Lee a dessiné Superman. Chacun d'entre eux en avait une vision personnelle et chacune d'entre elles m'interpelle différemment. Dessiner Batman ou Superman, c'est pas tellement différent pour moi que de dessiner mes propres personnages ou des personnages moins connus. Le challenge est toujours le même. Je dois retranscrire l'histoire de l'auteur dans le détail. Il y a plein de choses à considérer avec lesquelles je dois lutter pour que ça marche. Donc mon approche de Batman ou de Superman, c'est comment faire quelque chose de différent de ce qui a déjà été fait et comment en apporter ma touche. En fait, il faut rendre l'histoire efficace pour le lecteur. Quand je suis triste ou stressé, je me dis que c'est quand même un super job. C'est ce que je voulais faire, j'ai grandi et mes rêves sont devenus réalité. Il faut que je me le rappelle de temps en temps, mais ouais, je suis très heureux de faire du comics. Aujourd'hui, la collaboration avec DC se poursuit. Frank Quitely devrait livrer très prochainement le premier épisode de Multiversity et sa version des terres parallèles de la galaxie DC, avec, une fois n'est pas coutume, Grant Morrison au scénario. Nico, c'est bien parce qu'on découvre plein de super-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir, du traditionnel, on va en voir quand même. Là, tu vas nous parler d'une autre série, c'est des agents de la CIA. Ça s'appelle comment? C'est The Losers. En fait, c'est écrit par Andy Deagle. The Losers, ce qui veut dire... Les perdants, mais il n'y a pas de haut. Ah d'accord. Voilà. En fait, ouais, c'est une équipe de la CIA qui a essayé de se faire tuer par la CIA. C'est dessiné par Jock, c'est scénarisé par Andy Deagle, qu'on va voir dans le sujet qui arrive. C'est un peu comme ce qu'on vient de voir avec Frank Quitely et Grant Morrison dans le sujet précédent. C'est un duo qui se quitte pas, c'est deux Britanniques, ils bossent beaucoup ensemble. Et à noter que Andy Deagle, là, il s'est attaqué à Daredevil, chez Marvel Comics. Et du lourd. Ouais, avec un crossover super sympa qui s'appelle Shadowland. Donc Daredevil devient un peu méchant. À la fin du crossover, on apprendra un peu pourquoi il a pété les plombs, mais je vous dis rien. Et c'est vraiment bien, il a retourné l'univers de Daredevil, c'est vachement plus dark. Et à la fin du crossover, on va devoir malheureusement se passer de Daredevil. Bon, messieurs, dames, c'est reparti pour une nouvelle aventure. À tout de suite. Il y a des scénaristes qui ont du mal à se passer d'un dessinateur et des dessinateurs qui adorent bosser avec le même scénariste. Andy Deagle et Jock, par exemple, ne se quittent pour ainsi dire plus depuis près de 10 ans. Tout a commencé sur le titre Lenny Zero, un spin-off publié dans Judge Dredd Magazine. Il écrivait une histoire qui s'appelait Lenny Zero. Et il m'a demandé tout simplement de l'écrire. Et Jock m'a envoyé des propositions de dessin. Et j'ai vraiment aimé son travail. Alors, je lui ai demandé de dessiner mon script. Et depuis, on travaille ensemble. Et on est devenus très amis. Les gens ont l'air d'aimer ça. Quand on travaille ensemble, ça semble bien marcher. La collaboration s'avère particulièrement fructueuse puisque le tandem rempile dès 2003 sur la série The Losers pour Vertigo Comics, un titre qui leur mettra définitivement le pied à l'étrier. Un reboot, à vrai dire, celui d'un comics bien plus ancien, créé par un certain Jack Kirby, mettant en scène une troupe de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Le duo en fera un commando un peu remonté contre la CIA après que l'agence ait tenté de les éliminer. On pensait à un reboot d'un vieux titre de DC. On a mentionné les Losers et Andy a dit
J'ai dit un truc du genre, eh ben en fait, je n'en ai jamais entendu parler, mais le titre est super. Du coup, on a retenu que le titre. On a gardé ça, laissé le reste et on a bricolé autour. On s'est bien amusé. Ce qu'on voulait faire, c'est raconter une histoire pleine d'action dans un comics. Quelque chose d'un peu cérébral, un peu comme les thrillers politiques des années 70, mais avec de l'action des années 80. Quelque chose d'un peu cérébral, mais d'un peu explosif. Touche particulière sur l'action, celle des films des années 80. Des trucs très impressionnants. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait avec le film. Ils ont enlevé le côté cérébral pour faire quelque chose d'un peu moins original. C'était pas terrible, j'ai trouvé. Une adaptation qui n'a pas rempli les salles obscures outre-Atlantique et qui en France passera directement à l'étape sortie DVD. Mama didn't raise no fool. Thank you. Outstanding. Andy n'aime pas qu'on les compare à l'agence Touriste. Tout le monde dit ça, il en a marre, et lui n'arrête pas de dire « ce n'est pas comme l'agence Touriste ». Si de leur propre aveu, les super-héros en collant ne sont pas leur passion, difficile malgré tout d'éviter l'exercice. Pourtant, quand ils revisitent les origines de l'archer le plus connu de l'univers de DC Comics, dans Green Arrow Year One, ils s'affranchissent totalement des règles du genre. J'ai toujours trouvé que Green Arrow avait l'air ridicule avec son petit chapeau d'archer, il avait l'air d'un crétin. Et puis je suis tombé sur un dessin où il avait une capuche, et je me suis dit ça marche. On ne raconte pas une histoire de super-héros. C'est l'histoire d'un type normal, abandonné sur une île. C'est une histoire d'action, c'est tout. J'ai pensé que ce serait bien de commencer avec un crétin égoïste qui vivrait une aventure très éprouvante, qu'il transformerait complètement. On a essayé de prendre un héros populaire de DC Comics pour le mettre dans l'histoire qu'on avait envie de raconter. Mais sans rajouter des super pouvoirs improbables et ce genre de trucs, ce n'était pas nécessaire pour cette histoire. Il n'a pas été piqué par une flèche radioactive. En fait, je ne suis pas le genre de mec à aimer dessiner Flash. Je ferai pas un numéro 2. Une fois qu'il devient un super-héros, ça ne m'intéresse plus. Désormais, impossible de se passer de l'un comme de l'autre, et particulièrement d'Andy Deagle. Après les Thunderbolts, le scénariste britannique s'est emparé d'une légende de l'univers Marvel, Daredevil en prenant la suite de Brubaker. Une apothéose pour l'homme sans peur et un crossover mémorable, Shadowland. Messieurs, dames, on va maintenant évoquer, et vous l'avez vu un petit peu dans ce sujet, l'adaptation des comics au cinéma. On en avait déjà parlé sur ce plateau, mais le prochain super-héros Marvel, c'est Thor. Ouais, qui va être adapté. Quoi, mais bon, hein, non, faut amuser la galerie, c'est pas grave. Voilà. On sait déjà qu'il y aura un Iron Man 3. Ça, c'est bien. Ouais. Je sais qu'il y aura un Ghost Rider 2. Alors ça je sais pas si c'est bien. C'était pas obligatoire, les enfants, hein, Ghost Rider 2. Côté DC Comics, le prochain gros super-héros de DC Comics à être adapté à l'écran, ce sera The Green Lantern. Comme DC Comics n'a pas été beaucoup édité en France, donc c'est, je pense, un comics qui n'est pas très connu du grand public, mais c'est un incontournable chez DC Comics. Actuellement, il réalise les meilleures ventes, enfin pas les meilleures ventes, mais il est dans les 3 meilleures ventes de DC Comics. Il y a un beau crossover qui est sorti qui s'appelle Blackest Night, justement, où il tient un peu la vedette. Voilà, c'est un super-héros en collant vert, quand même. En collant vert, ouais. Ouais. Ah ouais, il est collant, là, on est dans le classique super-héros. Et c'est un type qui tient ses pouvoirs d'un anneau, d'origine extraterrestre, hein, je te le cache pas. Ouais. Et donc, bande-annonce, parce que adaptation, c'est prévu pour août prochain, je crois, et ça va envoyer. Bon, messieurs, dames, c'est parti! Your name? Hal Jordan. The ring. It chose you. Use its power to defend our universe. Become one of us. Become a Green Lantern. Wow. I know, right? Yeah. Oh, ça va bien se passer, je pense. Non, ça va être pas mal. Ça a l'air bien, en tout cas. Puis ça se passe en dehors de la planète Terre. Ça va être pareil pour
la grosse sortie Captain America, Nico? Ouais, pour 2012. Captain America, c'est un Chris Evans qui va endosser le rôle du Captain America. Chris Evans qu'on avait déjà vu dans la peau de la Torche Humaine, dans les 4 Fantastiques. Ouais. Voilà, le film va se passer intégralement dans les années 40. On va vraiment se concentrer sur les origines du personnage. Ah, c'est marrant ça, d'accord. Et on va revenir à ses premiers méchants avec le Crâne Rouge et compagnie. Bon. Donc ça se passe pendant la guerre, donc ceux qui voulaient voir Captain America rencontrer son équipe des Vengeurs, faudra attendre beaucoup plus tard. Ouais. Faudra attendre la sortie du film Les Vengeurs, prévu pour mai 2012. D'accord, alors on va regarder un peu ce qui s'est fait de mieux dans l'adaptation des comics à la télé ou au cinéma. Il y a des trucs qu'il ne faut pas oublier. La télécommande spéciale comics, c'est parti, on va se faire plaisir. Alors ça c'est quoi, Nico? Oh, tu connais pas? C'est Flash Gordon? Alors t'es en beau milieu des années 90 là, on est sur Flash, Barry Allen. Ça avait été adapté, on connaît l'histoire, le savant qui prend un court jus et qui va devenir le Flash. Le Flash, c'est le mec qui va très très vite. On se rappelle surtout de son costume en poil de moquette. C'est un peu comme nos sièges en plateau. Exactement, je crois qu'ils ont les mêmes décorateurs qu'à Public Sénat. Donc sponsorisé par Saint-Maclou. C'était l'époque, hein, c'est comme ça. Bon, allez, on va zapper. Allez, la suite, boum. Captain America. Figure-toi qu'il y a eu une première adaptation, voilà. C'est ça. 1991 pour le coup. Dans le rôle de Captain, Matt Salinger, qui a fait la carrière qu'on lui connaît. Ouais. C'est-à-dire pas de carrière en fait. Voilà. Et c'est vraiment une adaptation, mais super kitsch. En France, ils ont même pas sorti ça au cinéma, direct en VHS. Donc il passe plus pour un champion de frisbee que pour un super-héros. Voilà. Et là, il est en Grèce, il visite les ruines. C'est pas merveilleux. Attention. Allez, attention. Boum, la suite. Ah, on se moque un peu. Quoique. Oh putain, c'est une pub pour Dim, non? Non. Ils l'ont fait. Alors là, t'es au beau milieu des années 70, ça s'entend au son à la BO, hein. C'est super fun, c'est génial. C'est très Spider-Man, mesdames et messieurs. Ouais. Les bastons, mais sont bidons. Alors voilà, je te le disais, beaucoup de kung-fu. Tu sens le mec qui a bossé quand même le kung-fu pour le coup. Voilà. Ça se passe de commentaires, hein. Et ça n'a pas eu le succès malheureusement de l'incroyable Hulk, mais je comprends pas pourquoi, parce que c'était fidèle. Voilà. Pendant les cascades, on sentait le mec à l'aise avec son corps, hein, quand même. Donc bon, c'est assez bizarre. Bon, messieurs, dames, attention maintenant. Boum! C'est autre chose. Alors là... J'ai envie de dire un peu de respect quand même. Respect. Voilà. C'est Linda Carter. C'est Linda Carter. Tu vois, celle qui elle partait toujours en douce pour aller se transformer. Un petit coup, hop, et je te transforme en Wonder Woman. Attention, messieurs, dames, elle va tourner. Et voilà. Il faut pas se moquer de Wonder Woman parce que la série a vraiment cartonné. Voilà. Linda Carter, elle était juste belle comme le jour à l'époque. Elle était super balèze parce que tu vois, voilà. Elle soulève une voiture. Ouais. Elle attrapait les méchants avec son lasso. Elle a mangé à la cantine, c'est pas possible. Elle a bien mangé à la cantine. Ah, c'est énorme. Make a honky tonk, stop a war with love, make a liar tell it true. Bon, Nico. J'en avais du lourd, j'avais d'autres trucs, hein. J'avais quand même Spawn, parce que c'était quand même une adaptation bien merdique aussi. Ouais. J'avais retrouvé un petit 4 Fantastiques de 1994, mais bon, je voulais pas passer parce qu'il est jamais passé ni au cinéma ni à la télé. C'est encore l'époque où on est parfait des très bons comics au cinéma. C'est ça, c'est l'époque où ça sentait bien le plastique, tu vois. Ouais, j'aurais pu parler de Batman aussi, mais elle était pas mal cette série. Ouais, dans les années 60, ça peut aller. Bon, Monico, merci beaucoup. Je t'offre ce très beau livre. Voilà, il y en a plein que vous voyez sur le plateau. Stanley présente, c'est les éditions Soleil qui font un peu l'art de la BD et tout ce qui a été fait par un des grands maîtres absolus du comics, évidemment, c'est Stanley. Tiens, Monico. Merci. Bonne année 2011. Merci. Jetez un œil aussi, il y a un X-Force qui sort chez Panini Comics. Sexe et violence, c'est dessiné par Delotto, c'est vachement bien aussi. Regardez ça. Attends, je vais mettre pause parce que là, t'es reparti pour un tour. Pardon, je suis désolé. Voilà, bip. Merci, Monico. Ciao à toutes et à tous. C'était la spéciale comics. On espère que vous avez découvert certains super-héros ou pas, que vous ne connaissiez pas. En tout cas, nous, c'était un pur plaisir de vous faire découvrir cet univers qu'on adore. Ciao, je récupère mon oreillette qui s'en va et à la semaine prochaine.